Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Robert Laffont, présentent L'appel des Engoulevents de Claude Michelet, interprété par Alain Laurence. Saint-Libéral riait de toutes ses fenêtres, ouvertes au soleil de septembre. Avec le changement de lune, les pluies d'orage tant espérées depuis 2 mois étaient enfin venues. Trop légères et fugitives pour abreuver à fond les terres rouges et fortes de la commune, elles avaient cependant fait reverdir les paccages et les luzernières. Quant au bois, enfin lavé de la terne poussière estivale, il retrouvait le vert sombre et profond de leur feuillage d'été. Pourtant, çà et là, dans les taillis de châtaigniers et les peupleraies, quelques taches roussâtres annonçaient déjà l'automne. Par place, encore rares, d'autant plus précieux et recherchés, des bolets poussaient leurs têtes brunes ou noires sous les fougères et la bruyère. Précédé par un chien encore assez jeune et naïf pour galoper et bondir derrière les papillons et les sauterelles, Pierre-Édouard sortit de la châtaigneraie qui encerclait le plateau. Après 2 heures de méticuleuse recherche dans les coins qu'il connaissait, les mêmes depuis plus de 80 ans, il avait trouvé au moins 3 livres de beaux cèpes, sains et jeunes, et quelques dizaines de girolles. Il se dirigea vers la grosse souche de chêne où il faisait arrêt à chacune de ses promenades, et s'assit en soupirant. Il était ravi de sa cueillette. Mais la fatigue pesait maintenant dans ses jambes et ses reins. Une vilaine douleur lui mordait aussi les épaules, là où les rhumatismes s'étaient installés depuis si longtemps. Quant à son cœur, il cognait un peu trop vite, beaucoup trop vite même. Il avait tellement transpiré que sa chemise était à tordre. Il songea que Mathilde allait, une fois de plus, lui reprocher son imprudence. Elle le forcerait même à changer de chemise et de ceinture de flanelle, et lui ferait promettre de ne plus se hasarder dans de si longues promenades. Sûr aussi que j'aurai droit à son couplet sur mon inconséquence, comme elle dit, pensa-t-il en souriant. Inconséquent, moi? Oui, peut-être. Mais si on ne l'est pas à mon âge... C'est comme pour le tabac, songea-t-il en sortant sa pipe et son paquet de gris de sa poche. Faudrait plus y toucher. Et puis quoi encore? Ça, une petite prune de temps en temps. C'est bien agréable. Il haussa les épaules au souvenir des recommandations du médecin que Mathilde avait fait venir lors de sa dernière bronchite, juste avant l'été. C'était un jeune inconnu qui effectuait un remplacement à Ayen, un gamin prétentieux, qui lui avait tout de suite déplu. « Cette fois, grand-père, il faut arrêter le tabac », avait-il péremptoirement annoncé. « J'ai vu votre dossier chez le docteur Martel. D'abord, vous avez une vilaine bronchite, et surtout le cœur très fatigué. Alors à partir d'aujourd'hui, plus de tabac. Je l'interdis. J'espère que la mémé y veillera. Et bien sûr, pas d'alcool non plus. Juste un demi-verre de vin par repas. » Quel jeune merdeux, grommela Pierre-Édouard en bourrant sa pipe. Il y a seulement 10 ans de ça, je l'aurais fait passer par la fenêtre à coups de pied au cul. Eh oui, avant il y a 10 ans, j'avais le cœur solide, murmura-t-il en allumant son briquet. Il têta le tuyau à petits coups, pressa du pouce le tabac dans le fourneau. N'empêche, dit-il au chien qui était venu se coucher devant lui, ce n'est pas une raison pour que ce petit boutonneux incapable vienne me faire la leçon. Je sais bien que j'ai le cœur fatigué. Et alors, qu'est-ce que ça peut lui foutre à ce morpion? C'est mon cœur, non? Il se pencha vers le chien, le caressa distraitement entre les oreilles. Tu t'en moques, toi, tu as raison. Et puis, finir comme ça, c'est toujours mieux que ce pauvre Léon. Pierre-Édouard avait très mal supporté la mort de son beau-frère, 2 ans et demi plus tôt, en février 1972. Et lui qui avait pourtant si souvent vu la mort de près, pour qui le carnage des batailles de 14-18 était encore si présent dans sa mémoire, avait été terriblement atteint par le départ de son vieil ami. Un trop lent et douloureux départ, entrecoupé de cette inutile opération à laquelle Yvette, sa belle-sœur, n'avait pas voulu s'opposer, tant Léon souffrait de ce cancer de l'estomac qui avait fini par l'emporter. Mais après 4 mois supplémentaires d'enfer. Saloperie de saloperie,
murmura-t-il en secouant la tête comme pour chasser tous ses mauvais souvenirs. C'est peu après l'enterrement de son beau-frère qu'il avait eu sa première alerte cardiaque. Oh, pas grand-chose. D'abord cette faiblesse inhabituelle et ce pincement en haut des côtes. Symptômes qui avaient suffi pour que Mathilde appelle aussitôt le docteur Martel, leur médecin de famille, le vrai, celui-là, le bon, pas un quelconque remplaçant. Lui au moins ne m'a pas interdit de fumer, songea-t-il en suçotant sa pipe. Il sait bien que j'ai parcouru le plus gros du chemin depuis longtemps, et que quoi que je fasse, je suis dans ma 86e année. Depuis que Léon n'est plus là, c'est moi le doyen de Saint-Libéral. Ah, belle promotion. Enfin, ça me vaut l'attention de tout le monde, c'est pas désagréable. Pas désagréable, mais parfois agaçant. Il avait vite compris que le docteur Martel avait recommandé à tout son entourage de lui éviter les émotions fortes et surtout les occasions de colère. Depuis, c'était à qui lui mentirait le plus, lui farderait le mieux la vérité, lui tairait tout ce qui risquait de le choquer. Malgré cela, il savait tout. Tout. Il avait une complice dans la place. Oh, pas Mathilde, certes. Elle tenait trop à lui et ne voulait pas prendre le risque de lui porter un coup au cœur en lui révélant une mauvaise nouvelle. Pas Louise non plus, elle aussi croyait indispensable de lui éviter tous les chocs, donc de lui masquer, entre autres, les folies de quelques membres de la famille. Et Dieu sait si certains s'y entendaient pour se mettre dans d'impossibles situations. Mais malgré ces deux muettes, il n'ignorait rien, connaissait tous les détails, toutes les histoires qui agitaient la famille. Il en riait tout seul. Oui, heureusement que Berthe était là pour le tenir au courant, pour lui dire, jour après jour, tout ce qu'il était logique qu'il sache. N'était-il pas le doyen? Depuis le retour de Berthe à Saint-Libéral, quelque 15 ans plus tôt, une véritable complicité s'était instaurée entre elle et lui. Une complicité qui n'avait pu se développer plus tôt, car Berthe avait passé une partie de sa vie loin du village. Elle avait mené une existence qui n'avait rien de commun avec celle de Pierre-Édouard, une existence qu'il avait même jugée avec sévérité pendant longtemps. Elle lui semblait peu recommandable et indigne d'une fille viale. Mais la guerre était venue, puis la déportation, et Berthe les avait tous stupéfiés. D'abord plein d'admiration pour sa sœur, il lui vouait maintenant une grande tendresse, et lui savait surtout gré de ne pas le traiter comme un vieillard. C'était elle qui parfois lui glissait un paquet de tabac dans la poche, en lui recommandant de ne pas en abuser. Conseil qui l'ahurissait. Sa sœur fumait comme un troupier. Elle surtout, qui chaque jour, lors de leur promenade commune sur le chemin des puits ou leur papotage au coin de l'âtre, le tenait au courant de la vie de la famille, des voisins, du village. Grâce à elle, il n'ignorait rien. Et si certaines informations l'avaient beaucoup attristé, voire inquiété, aucune ne l'avait frappé dangereusement comme le redoutaient Mathilde et le docteur Martel. Avec l'âge, il avait acquis un grand détachement. La mort seule le touchait au cœur, surtout celle d'un proche, surtout celle de Léon. Mais le reste, c'était la vie. Il fallait faire avec, et se répéter surtout que plus rien n'était comme avant, qu'il n'était plus qu'un observateur et un des derniers représentants d'un temps révolu, d'une époque défunte. Tout était périmé, et la majorité des valeurs qu'il avait défendues n'avaient plus cours. Cela admis, tout devenait normal, logique, et Berthe avait raison de ne rien lui cacher.